Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du Dr Michael Rossi, qui enseignait ou enseigne toujours à l'Université Rutgers aux États-Unis. Cependant, depuis 3 ans, il enseigne à Tashkent, en Ouzbékistan. Bienvenue dans l'émission. Glenn, c'est un plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Je tiens à dire d'emblée à quel point j'apprécie votre travail. J'ai lu votre livre Russophobia et je suis vraiment heureux que nous ayons enfin pu entrer en contact. Eh bien, cela est lié à ce dont je veux parler aujourd'hui avec vous, car un aspect clé de cela, qu'on l'appelle l'hégémonie libérale après la guerre froide ou l'ordre international libéral, peu importe la façon dont on le formule. Un élément central a toujours été l'idée que l'Occident aurait un hégémon collectif. Nous dirigerions effectivement le monde, donc nous n'avions pas besoin d'un système multipolaire. Nous en avions un unipolaire. Cependant, il ne serait pas dictatorial, car il serait une force pour le bien, puisque l'Occident, en tant que champion de la démocratie libérale, apporterait, vous savez cela, au reste du monde. Donc encore une fois, c'est un thème récurrent. Il faut protéger les bonnes valeurs contre, vous savez, la règle de la majorité. En d'autres termes, cela serait dans l'intérêt de tous. Pour certains, bien sûr, dans les années 90 et 2000, une grande critique dans la littérature était que cela ressemblait à une nouvelle mission civilisatrice, qu'il y aurait un pouvoir central qui dominerait, mais encore une fois, ce serait une force pour le bien. Nous utiliserions notre pouvoir pour civiliser le monde. Mais j'imagine qu'une faiblesse majeure sur laquelle vous avez écrit un article, c'est cette droiture morale. Autrement dit, si vous partez du principe que vous êtes intrinsèquement bon, que vous êtes une force pour le bien, et que les conflits découlent des caractéristiques internes des États. Donc, nous avons une bonne gouvernance, donc nous avons la paix. C'est le fondement de la théorie de la paix démocratique. Nous devons amener les autres pays à nous ressembler un peu plus pour créer un monde à notre image. Et cela, bien sûr, influence notre manière de gérer les conflits, car si vous pensez être moralement juste, comment interprétez-vous les conflits? Comment faites-vous des compromis? Quel est le rôle de la diplomatie? Donc, selon vous, comment la certitude morale de l'Occident influence-t-elle les relations avec... Eh bien, encore une fois, la Russie semble aujourd'hui être le bouc émissaire du moment. Donc, en tant que personne ayant travaillé dans les relations internationales pendant plus de 20 ans, je suis arrivé à la conclusion que je suis un constructiviste convaincu. J'ai donc absolument lu les travaux d'Alexander Wendt, de Ted Hopf, et je comprends que la politique étrangère est en grande partie conçue autour de la manière dont les États se perçoivent eux-mêmes dans le monde et perçoivent les autres. Et c'est quelque chose qui aide à expliquer les limites morales, la pauvreté morale du libéralisme, qui a été critiquée par de nombreux réalistes, John Mearsheimer notamment, à notre époque. Mais je pense que l'une des plus grandes hypothèses sur lesquelles repose le libéralisme est ce que vous venez de dire, que les États libéraux opèrent dans une compréhension de la droiture morale. Et comment justifient-ils cela? Ils disent simplement qu'ils agissent pour le bien commun, n'est-ce pas? Ils peuvent se référer à des preuves empiriques, mais ils n'ont pas de statistiques. Au mieux, ils peuvent évoquer des schémas passés de politique étrangère. Les États-Unis évoquent fréquemment leur implication dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les États-Unis fonctionnent selon un récit, et c'est un récit assez puissant, selon lequel nous sommes les gentils. Nous ne commençons peut-être pas les guerres, mais nous les terminons. Nous mettons fin aux guerres déclenchées par des pays moralement injustes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et c'est une chambre d'écho qui est souvent répétée à travers les médias américains. L'éducation,
la culture populaire. Et ce n'est pas nécessairement propre aux États-Unis. And it's not necessarily specific to the United States. It operates within the UK. Elle opère au Royaume-Uni, elle opère au sein de l'Union européenne, et je pense qu'elle se manifeste actuellement de façon la plus évidente dans ce qui n'est en réalité que les vestiges de l'Union européenne, tentant de poursuivre le bon combat en Ukraine, après que Donald Trump a essentiellement sacrifié l'Ukraine. Mais ce que beaucoup d'entre nous qui étudions ce sujet, que ce soit dans le camp réaliste ou dans le camp constructiviste, savions qu'il ne s'agissait en fait que d'une question de temps, avant que l'Ukraine n'ait rempli son rôle pour les intérêts américains, et qu'elle finirait par être soit privée de financement, soit tout simplement abandonnée. L'Union européenne estime qu'elle doit continuer à porter ce manteau de lutte contre un ennemi perçu. Et soyons parfaitement honnêtes, la perception de la Russie comme pays agresseur est assez évidente, étant donné que c'est la Russie qui a envahi un autre pays. Donc, à ce niveau-là, le récit est déjà écrit pour tout le monde. Mais lorsque cela devient manifestement évident que la guerre n'est pas gagnable du côté ukrainien, ou que le soutien des pays occidentaux à ce pays n'a fait guère plus que de le maintenir en vie 2 à 3 semaines à la fois. Et le fait que l'Ukraine subisse malheureusement des changements politiques internes qui rappellent de plus en plus un État ethnocentrique plutôt qu'un État multiethnique et inclusif rend creux le récit de cette vertu morale libérale, surtout lorsque ces mêmes pays ferment les yeux et les oreilles sur d'autres crimes contre l'humanité qui se produisent ailleurs dans le monde, notamment dans la bande de Gaza. Je vais être tout à fait clair. Il s'agit essentiellement du cas le plus flagrant de génocide soutenu par un État depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ces mêmes pays libéraux qui prétendent défendre l'Ukraine à tout prix font tout pour empêcher toute critique ou protestation ouverte contre l'État d'Israël. Mon point ici est simplement de souligner qu'il suffit d'observer empiriquement les États qui fonctionnent selon la perspective libérale pour se rendre compte que le récit est séduisant, mais qu'il ne sert en fin de compte qu'à faire avancer les intérêts nationaux d'États qui estiment que leurs actions sont d'une certaine manière moralement supérieures à celles de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de l'Inde ou de la Serbie. Oui, je me situe plutôt dans le camp du réalisme néoclassique, où, vous savez, la distribution internationale du pouvoir et l'élaboration ou la prise de décision en politique étrangère. On considère les décideurs comme une variable intermédiaire entre la distribution du pouvoir et la politique étrangère. Et c'est problématique parce que, eh bien, ce que je trouve intéressant chez les constructivistes, c'est que la plupart des théories partent du principe que les États sont des acteurs rationnels. Mais il est très difficile de soutenir qu'une grande partie des acteurs politiques occidentaux, à l'heure actuelle, agissent de manière rationnelle, comme vous l'avez dit. En effet, quand la guerre est perdue et que demain sera pire qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner. L'acteur rationnel conclurait un accord aujourd'hui si c'est mieux que demain. Et pourtant, cela devient impossible. Oui? Et comment voyez-vous cependant que l'Occident a, je suppose, autrisé, comme on dit, ou la Russie, c'est-à-dire pour en faire une image en miroir, le mal face à notre bonté. Comment cela fonctionne-t-il? Oui, je pense que le libéralisme occidental, qui commence vraiment, disons au début ou au milieu du 19e siècle, et culmine certainement dans l'après-Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et la période post-guerre froide, considèrent le monde de manière très binaire, nous contre eux. Le camp libéral se voit comme la coalition, comme nous l'avons déjà dit, des acteurs moralement vertueux, intellectuellement supérieurs et rationnels, face à l'autre collectif, l'Occident contre le reste du monde.
il y a là un courant très clair d'orientalisme. Et que ce soit la Russie, l'Irak, la Serbie, la Chine ou le Venezuela, l'idée est que ces pays, quels qu'ils soient, et ce n'est pas nécessairement lié à une zone géographique précise, specific to a geographic area. Serbia's within Europe. Venezuela. la Serbie se trouve en Europe, le Venezuela et Cuba se trouvent en Amérique latine. Mais ces pays mènent une politique étrangère et défendent une idéologie qui ne sont pas seulement une alternative au libéralisme occidental, mais qui sont perçus comme un contrepoids direct à ce dernier, lequel y voit une menace. Et le manteau orientaliste, et ici je me réfère spécifiquement à Saïd, consiste à réduire l'autre, le non-Occident, à deux stéréotypes. Le premier est celui de la faiblesse, du retard, du sous-développement, du caractère primitif, ayant besoin de l'Occident pour se moderniser, s'industrialiser et se démocratiser. Ainsi, ces pays, y compris la Russie, peuvent rejoindre la coalition des États libéraux occidentaux, mais pas en tant qu'égal, plutôt en tant que candidat ou suppliant, notez-le bien. Et ils seront toujours perçus dans un état inférieur. L'autre possibilité est que s'ils rejettent cela et optent pour leur propre politique étrangère alternative, ce qui, à mon avis, s'est manifesté de façon la plus visible à partir, disons, du discours de Vladimir Poutine à la conférence de Munich sur la sécurité en 2007, et qui, bien sûr, a continué de s'étendre au cours de la décennie et demie suivante, y compris l'annexion de la Crimée et la position sur l'Ukraine qui considère la Russie comme un partenaire égal pour la paix aux côtés des États-Unis et de l'OTAN, ainsi que la politique chinoise de la ceinture et la route. En réalité, tout pays qui envisage une alternative au libéralisme occidental est désormais perçu comme une menace existentielle. Ainsi, l'autre peut soit être perçu comme faible, dépendant et totalement tributaire de l'Occident, soit être considéré comme une menace fondamentale pour la civilisation occidentale, en l'occurrence. Ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que l'hypothèse de la pensée libérale est que lorsqu'un pays engage sa politique étrangère dans un engagement envers une région ou un État, que ce soit l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, ou le soutien à la souveraineté territoriale contestée du Kosovo, ou à l'État d'Israël contre la Palestine, le libéralisme enferme ce pays dans cet engagement, rendant tout écart extrêmement coûteux. Car cela donne l'impression que l'État en question revient sur sa parole, et que tout ce qu'il voulait vous faire croire, toutes ses convictions affichées envers cet État, ne sont désormais plus que des mensonges. Et le pays en question préfère poursuivre une politique drastique et destructrice, plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé. Et même si je ne suis pas un partisan de la politique étrangère de Trump, je ne suis pas un partisan de Trump en tant que président, je pense que l'un des plus grands péchés qu'il ait commis aux yeux des libéraux occidentaux, non seulement des élites politiques, mais aussi des médias, ce complexe médiatico-industriel qui façonne ces récits, c'est qu'il a trahi l'Ukraine, il a trahi l'Occident, et il a trahi l'engagement de l'Amérique à aider les pays du monde qui sollicitent notre aide. Cela rend la correction de trajectoire très difficile, car si vous avez suivi une politique et que vous réalisez ensuite que, eh bien, nous ne pouvons pas gagner cette guerre, ou que, pour une raison quelconque, nous devons choisir une autre voie, c'est déjà assez douloureux. Mais si vous avez déjà créé un consensus autour de cette politique, en la présentant, comme vous l'avez dit, comme moralement juste, qu'elle est bonne, et qu'en d'autres termes, les alternatives sont simplement mauvaises, et une trahison de ces valeurs sacrées auxquelles nous devrions tenir le plus, il devient alors très difficile de faire marche arrière et de dire « Eh bien, nous avons fait une erreur ». Et oui, c'est l'une des préoccupations majeures. Mais vous avez aussi dit quelque chose d'intéressant à propos. Eh bien, en lien avec l'OTAN, car dans les années 1990,
lorsque l'OTAN a commencé à s'élargir, c'était sous le prétexte d'être une force pour le bien. Il y avait donc un équilibre très intéressant entre la réassurance et la dissuasion. Car d'un côté, il fallait rassurer les Russes. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'expansion de l'OTAN. Nous ne sommes plus le bloc militaire de la guerre froide. Maintenant, nous vous contenons. Nous sommes désormais une communauté démocratique et libérale. Vous devriez donc être heureux que nous approchions de vos frontières, car nous allons apporter une région de paix et de stabilité. Alors ne vous inquiétez pas. Si vous rejetez cela, cela signifie que vous rejetez la démocratie et la civilisation elle-même, ce qui fait de vous une menace. Et nous devrons alors revenir à notre objectif initial, notre mission de vous contenir. Il y a donc ces messages contradictoires. Nous allons vous dissuader, mais aussi vous rassurer. Et en fin de compte, le message adressé aux Russes était « Quoi que vous fassiez, acceptez cela ou résistez-y ». Quoi qu'il en soit, nous continuerons à avancer vers vos frontières. Et j'imagine que le rôle qui leur a été attribué était, vous savez, soit vous acceptez ce rôle d'élève civilisationnel, vous nous regardez comme des leaders, nous ne vous donnerons pas de place à la table, mais vous pouvez accepter notre leadership, apprendre de nous, devenir comme nous, soit vous devenez notre adversaire, mais alors nous devons vous contenir, voire vous vaincre. C'est la seule option qu'ils ont effectivement reçue. Et c'est un problème, n'est-ce pas? Comment peut-on avoir des égos souverains si votre morale, votre vertu et vos valeurs démocratiques libérales suggèrent que vous avez plus de droit à la souveraineté? Encore une fois, vous ne voulez pas être relativiste moral, donc je peux même comprendre cet argument. Pourquoi la Corée du Nord devrait-elle être représentée de la même manière que la Corée du Sud? Ils ne représentent pas leur propre peuple. Je comprends donc d'où vient l'argument. Mais cela crée une structure de hiérarchie très claire dans le monde. Mais selon vous, comment tout cela peut-il déclencher ou mener à la guerre? Eh bien, comme vous l'avez souligné, l'OTAN a cette logique très paradoxale en s'élargissant de plus en plus. Ils aiment utiliser le mot « élargissement ». D'autres disent « expansion ». Très bien. Le plus gros problème avec le récit de l'OTAN, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte la perception des autres. Et percevoir l'OTAN comme autre chose qu'une force du bien en expansion est déjà le problème de celui qui perçoit, n'est-ce pas? Donc l'OTAN allait s'élargir. L'OTAN allait prendre les pays baltes. Ils allaient prendre pratiquement tous les pays du pacte de Varsovie. Ils allaient s'étendre jusqu'aux frontières de la Russie. Et lors du sommet de Bucarest en 2008, ils ont également déclaré que la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine avaient aussi un avenir possible au sein de l'OTAN, si ces pays le souhaitaient. Et l'OTAN continuera de s'étendre jusqu'à ce que la Russie pose la question. C'est l'un des grands sujets sur lesquels l'OTAN semble détourner le regard. Et si l'on prend Vladimir Poutine au mot, on peut dire qu'il avait demandé, il avait en fait dit à un moment donné, il a demandé, la Russie peut-elle rejoindre l'OTAN? C'était en 2000. Bill Clinton était encore président. Et la réponse que Clinton lui a donnée a été non, cela n'arrivera tout simplement pas. D'accord, pouvons-nous au moins conclure un accord de paix bilatéral et nous considérer comme des égaux? La réponse de l'OTAN a été non. Mais en même temps, nous ne sommes pas une menace. Donc, je peux faire la même chose. Je peux m'approcher de la limite de votre propriété avec une arme chargée et la pointer vers votre maison. Et vous pouvez vous retourner et demander, que faites-vous? Et je dis, c'est pour l'autodéfense. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas être agressif. Mais si vous me voyez debout, même pas sur la limite de votre propriété, mais dans votre allée, avec une arme chargée, si vous me percevez comme une menace, eh bien c'est votre problème. Et le fait que vous me perceviez comme une menace signifie que je vais vous percevoir comme une menace.
L'OTAN crée en fait son propre dilemme de sécurité, puis fait semblant d'être scandalisé lorsque des pays comme la Russie, la Serbie ou l'Iran considèrent l'OTAN comme autre chose qu'une menace. Et en même temps, si la Russie faisait la même chose, s'il y avait une alliance militaire entre, disons, les pays des BRICS ou quelque chose de ce genre, l'OTAN verrait absolument cela comme une menace. Je veux dire, cela fait des années, voire des décennies, que nous parlons de ces scénarios. Mearsheimer, encore une fois, parlait dans les années 90 de la dissolution de l'OTAN parce que l'OTAN avait accompli sa mission. L'OTAN avait réussi son objectif principal, qui était d'être une force de sécurité collective contre l'Alliance soviétique, le pacte de Varsovie. Mais le grand problème avec la dissolution de l'OTAN à l'époque, c'est que les vainqueurs de la guerre froide ne renoncent pas à leur influence. Les États-Unis se voyaient comme les gagnants de la guerre froide. Et que devait faire l'OTAN? L'OTAN devait-elle se dissoudre? Fallait-il créer une nouvelle force militaire collective européenne? Non. Pourquoi les États-Unis feraient-ils cela? Les États-Unis avaient désormais de l'influence. Et l'autre chose, c'est que l'Europe continue de se tourner vers les États-Unis pour le leadership. Ce n'est donc pas comme si les États-Unis devaient convaincre l'Europe qu'elle avait besoin d'eux. L'Europe ne cesse de dire aux États-Unis, « Nous avons besoin de vous. » Le dilemme sécuritaire dans les Balkans, qui a dégénéré à la suite de l'effondrement de la Yougoslavie. Les États-Unis avaient déclaré, d'abord sous Bush père, puis sous Clinton, « C'est votre problème, l'Europe. C'est ce que vous appelez votre heure européenne. C'est à vous de gérer ce conflit et d'y mettre fin. » Et cela ne s'est pas produit. Alors les États-Unis sont intervenus, d'abord en Bosnie, puis 4 à 5 ans plus tard au Kosovo. Ainsi, l'OTAN semble continuer à se légitimer sous l'égide du leadership américain, car les pays européens membres de l'OTAN sont plus qu'heureux de rester des passagers clandestins. Et ce n'est que récemment, depuis la seconde investiture de Trump, que l'Europe connaît un réveil. Peut-être que les États-Unis, premièrement, ne sont pas le leader que nous pensions qu'ils seraient. Et deuxièmement, ce qui est encore plus frappant, que les États-Unis pourraient être davantage un handicap qu'un atout pour notre partenariat transatlantique. Mais alors, que faisons-nous de l'OTAN? Devons-nous dissoudre l'OTAN? Je ne le pense pas. Bien que de nombreux partisans de l'OTAN et de nombreux membres de sa haute hiérarchie aient effectivement déclaré que l'OTAN doit rester impliquée dans ce conflit avec la Russie au sujet de l'Ukraine pour l'avenir de l'OTAN, pour sa légitimité. Si l'Ukraine perd cette guerre, l'OTAN la perd aussi. Et sa raison d'être est alors sérieusement remise en question. Et c'est là, une fois de plus, le problème fondamental du libéralisme. Cela a moins à voir avec le pays dans lequel la guerre par procuration est menée qu'avec la réputation de chacun et l'engagement envers quelque chose sur lequel ils ont mis leur nom et leur réputation. En ce qui concerne l'autonomie acquise par les Européens vis-à-vis des États-Unis, je pense que les guerres dans les Balkans occidentaux en sont un bon exemple. Mais si l'on avance jusqu'à aujourd'hui, il est assez remarquable de voir quelqu'un comme J.D. Vance devoir dire aux Européens « Nous n'avons plus besoin de vassaux, nous avons besoin de partenaires indépendants. » En somme, les États-Unis demandent aux Européens de cesser d'être des vassaux des États-Unis. C'est tout de même remarquable que de tels discours soient prononcés. Je veux dire, je sais que si certains avaient traité les Européens de vassaux auparavant, certains auraient peut-être répondu « Oui, c'est de la propagande » ou quelque chose du genre. Mais maintenant, ce sont les Américains eux-mêmes qui nous disent directement que nous sommes des vassaux et que nous devrions nous tenir sur nos propres jambes. Mais à propos de votre commentaire sur l'OTAN, pensez-vous que c'est la fin, du moins sous sa forme actuelle?
Parce que, surtout dans les médias allemands ces derniers temps, il y a eu des rapports selon lesquels, si nous perdons la guerre en Ukraine, apparemment maintenant nous sommes, jusqu'à récemment, nous n'étions pas des participants, mais il y a beaucoup de messages contradictoires ici. Mais si nous perdons la guerre en Ukraine, alors l'OTAN est fini, c'est mort. Alors, comment comprenez-vous cela? Est-ce à cause de l'idée hégémonique selon laquelle l'OTAN a toujours le dernier mot, ou est-ce parce que les gens au sein du bloc vont alors commencer à se demander pourquoi nous avons suivi cette voie? Ou pourquoi pensez-vous que l'OTAN est dans un tel état, pas que les gens préparent ses funérailles, mais peut-être qu'ils le craignent? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de sensationnalisme ici. Des États qui sont idéologiquement engagés dans quelque chose et qui s'en détournent des années plus tard survivent. Les États-Unis se sont retirés d'Irak, nous nous sommes retirés d'Afghanistan, nous nous sommes retirés du Vietnam. Nous sommes toujours là. Il y a cette peur que si nous revenons sur notre parole, plus personne ne nous fera confiance. Je veux dire, admettons que ce soit le cas, qu'il y ait un scepticisme croissant aux États-Unis envers nos aventures en politique étrangère. Il y a un scepticisme croissant, une hostilité croissante envers la perception de choses comme l'État d'Israël, ou la question de savoir s'il vaut la peine de soutenir l'effort de l'Ukraine. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, et ce n'est pas de l'insensibilité, et ce n'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas égoïste, mais c'est une question qui mérite d'être posée et qui mérite une réponse. Et si les Américains se la posent, les Européens se posent la même question. Pourquoi? Pourquoi l'Ukraine est-elle la ligne à ne pas franchir? Pourquoi l'Ukraine représente-t-elle le seuil entre la civilisation et la barbarie? L'OTAN s'est encore élargie depuis le début de la guerre, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Deux États auparavant neutres. Et si j'étais Zelensky en ce moment, je me demanderais, et je suis sûr qu'il l'a fait, pourquoi accorder l'adhésion à la Suède et à la Finlande alors que c'est nous qui en avons le plus besoin? Et la réponse de l'OTAN à Zelensky, c'est « Vous pourrez rejoindre l'OTAN lorsque vous aurez vaincu la Russie sur le champ de bataille. » Dès que j'ai entendu cela, si j'étais Zelensky, j'aurais immédiatement appelé à un cessez-le-feu, car je saurais que l'on me manipule. Si l'Ukraine peut vaincre la Russie sur le champ de bataille, ce qui est impossible, mais admettons que cela arrive, pourquoi aurait-elle besoin de l'OTAN? Je pense que l'objectif ultime de l'OTAN est d'utiliser l'Ukraine comme un moyen d'unifier le continent européen. Avec l'ajout de la Finlande, et si vous visualisez la carte de l'Europe, vous avez la Finlande, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, presque un axe nord-sud jusqu'à la mer Noire. Cela crée effectivement un nouveau rideau de fer diplomatique et idéologique entre l'Occident et le reste. L'Ukraine, qu'elle soit partagée, qu'elle reste simplement un conflit gelé non dit, comme la Géorgie ou la question du Kosovo, importe peu. Ce qui compte, c'est que ce sont des paratonnerres. Ils deviennent des symboles pour le récit de la nécessité de la poursuite de l'OTAN. Donc non, je ne pense pas que l'OTAN va se dissoudre. Je pense que l'OTAN va probablement devenir encore plus résolue, car les libéraux n'abandonnent pas un engagement idéologique aussi facilement, à moins que la région ne soit plus un hashtag à la mode et soit devenue un sujet relégué en page intérieure, que l'on peut alors abandonner sans trop de bruit. L'Afghanistan a été abandonné 20 ans après notre intervention. Et oui, oublions le fait que les talibans ont repris le pays en aussi peu de jours que les États-Unis l'avaient occupé en années. Dès que le dernier avion a quitté Kaboul, dans une parfaite imitation de Saigon, la Maison-Blanche a répondu que nous avions de toute façon atteint notre objectif 20 ans plus tôt en éliminant Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Tout le reste a été rétrospectivement considéré comme superficiel. On pourrait facilement dire la même chose de l'Ukraine. Supposons qu'en plus de la Suède et de la Finlande, l'Irlande adhère.
L'Autriche aussi, même si cela ne va plus vraiment changer la donne. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela unifie le continent européen dans son ensemble, avec l'Union européenne et l'OTAN formant désormais presque un cercle complet dans un diagramme de Venn. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'à ce stade, l'OTAN est devenue encore plus puissante et plus en vue que l'Union européenne. L'Union européenne est en réalité le bras financier de l'OTAN. Et l'OTAN, même aujourd'hui sous Trump, n'est guère plus que l'appendice militaire des États-Unis. Si le mandat de Trump se termine après 4 ans, que son successeur n'est pas élu, et que l'on revient à une sorte de démocrate à la Reagan ou quelque chose de similaire, je vous garantis que la reprise de l'alliance transatlantique, le réengagement envers l'existence de l'OTAN sur cette planète, sera 10 fois plus résolu. Vous savez, Trump n'a été qu'un léger contretemps, un simple ralentisseur temporaire sur la route de ce qui est en fin de compte le véritable enjeu. Et je pense que c'est précisément ce que les libéraux ont en ligne de mire. Eh bien, je suppose que c'est aussi une préoccupation majeure pour Trump, car à mesure qu'il change de priorité, des membres de son administration, comme Marco Rubio, expliquent cela comme un désengagement vis-à-vis de l'Europe, que c'est simplement la nouvelle répartition internationale du pouvoir. C'est-à-dire, vous savez, combien de centres de pouvoir les États-Unis doivent-ils privilégier? Donc encore une fois, si vous allez vous tourner vers une autre région, l'hémisphère occidental ou l'Asie, vous devez vous détourner d'une autre. Et ce serait l'Europe, qui devient moins prioritaire. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsque nous ne discutons pas de ces questions en Europe, de leur dimension de pouvoir, nous les interprétons à travers cette idéologie qui consiste à se demander « qu'est-ce que ça signifie ?» Parce que nous étions un club de démocratie. Il trahit la démocratie. Est-ce la chute de la démocratie? Nous voyons donc ce club qu'est l'OTAN et l'Occident politique comme si la solidarité était nécessaire pour défendre la démocratie elle-même. Ainsi, toute personne qui remet effectivement en cause la cohésion de l'OTAN remet en cause la démocratie elle-même. C'est un peu pour cela que, vous savez, lorsqu'il veut mettre fin à la guerre, en Europe, on ne se dit pas « bon, la guerre est perdue, l'Amérique a d'autres priorités, faisons une évaluation rationnelle ». À la place, on se dit « attendez, pourquoi penche-t-il du côté de Poutine, qui est un dictateur, et s'éloigne-t-il de nous, qui sommes les démocraties libérales ?» Nous ne voyons cela qu'à travers ce prisme idéologique. Et cela ne mène pas à beaucoup de conclusions rationnelles ou sensées. Car désormais, c'est comme si Trump faisait presque quelque chose de maléfique. Il trahit la démocratie et sert les dictatures. Alors, comment pouvons-nous l'arrêter? Voilà jusqu'où va notre analyse. Bien sûr, pas si différent des Russes. Mais en ce qui concerne la résolution du conflit, dans quelle mesure considérez-vous que cette idéologie rigide pose problème? Parce que, vous savez, nous sommes en plein effort de médiation, comme on le voit. Ce que j'ai trouvé, je suppose, remarquable dans la récente initiative de Kellogg, ainsi que celle de nombreux de ses collègues, c'est qu'ils ne semblent pas reconnaître l'OTAN et les États-Unis comme des parties prenantes. En effet, les États-Unis se sont désormais transformés en médiateurs, alors qu'ils ont été l'un des acteurs clés. Et lorsque Kellogg dit « les Ukrainiens doivent faire ceci, les Russes doivent faire cela », les exigences envers l'OTAN n'ont pas été formulées, comme si l'OTAN ne faisait pas du tout partie de ce conflit. Voyez-vous cela aussi, une sorte de prolongement de cette idée de force du bien, de droiture morale? Je veux dire, c'est en fin de compte une extension de la politique America First de Trump. Trump n'aime pas les alliés et les partenaires. Il n'aime pas inclure les autres dans un dialogue collectif. Il préfère le dialogue en tête-à-tête. C'est la simplicité de la vision unilatérale de Trump sur le monde.
Il se voit comme quelqu'un qui, à la manière d'un homme d'affaires, peut s'asseoir avec Poutine, Xi Jinping, Erdogan, Modi ou n'importe qui d'autre, et conclure un accord en quelques heures. L'Europe, pour lui, est sans importance. Il l'a clairement fait comprendre. L'Europe est sans importance. He's made it abundantly clear. Europe is inconsequential. And NATO is... It's hard to say... Et l'OTAN. Il est difficile de dire quelle est l'opinion de Trump sur l'OTAN, mais il est très facile pour nous de comprendre que pour Trump, l'Ukraine est la guerre de Biden. L'Ukraine est la guerre du Parti démocrate. Et donc, à ce titre, il a peu d'intérêt dans ce conflit. Il adorerait absolument y mettre fin afin de pouvoir s'attribuer le mérite d'être l'artisan de la paix, et non le Parti démocrate, pas le camp Biden, Obama, néolibéral qui veut poursuivre la guerre en espérant qu'un nouveau train de sanctions, une nouvelle contre-offensive, repoussera les lignes défensives russes. Et si tout le monde se mobilise et travaille dur, Zelensky pourra prononcer son discours de victoire en Crimée d'ici un an. Je veux dire, c'est un rêve insensé à ce stade, malheureusement. I mean, this is a fool's dream at this point, unfortunately. And this is not to take any side, whether you're on the Et il ne s'agit pas ici de prendre parti, que vous soyez du côté pro-russe ou pro-ukrainien. Je veux dire, c'est fait. Le camp ukrainien a été complètement démoralisé. Le camp russe s'est révélé assez résilient. Donc, lorsque, pas tant l'OTAN, mais l'Europe, l'Union européenne, Macron, Starmer, et maintenant Metsola, Meloni, tous disent « Nous méritons aussi d'avoir notre mot à dire à la table des négociations ». La réponse de Trump, c'est « Non, vous ne le méritez pas. Qu'avez-vous fait ?» Et cela joue en réalité plutôt bien en faveur de la Russie, car Lavrov s'est vu poser cette question il y a 1 ou 2 mois. J'ai cette vidéo sur ma chaîne YouTube, où, lors d'une conférence de presse, on lui a demandé « Êtes-vous contrarié que l'Europe ne soit pas impliquée dans les négociations de paix ?» that Europe is not being involved in the peace negotiations. And his response was, Europe abrogated that right. Et sa réponse a été que l'Europe a abdiqué depuis longtemps son droit d'être médiatrice, lorsqu'elle a décidé qu'il était dans son intérêt de poursuivre indéfiniment cette guerre, pour ce qu'il considère comme l'objectif principal, déstabiliser la Russie, affaiblir la Russie et voir la Russie s'effondrer. Ainsi, la position de l'Europe, bien que vaguement unifiée sur le principe de la nécessité de participer au processus de négociation, ne pèse pas lourd quant aux conditions qu'elle propose, car à l'heure actuelle, la Russie détient l'avantage en Ukraine. Le seul atout qu'il reste à l'Europe, c'est que la principale exigence de la Russie pour un cessez-le-feu est un réajustement des frontières de l'Ukraine. L'inclusion totale de 4 régions, plus la Crimée, remet complètement en cause et annule l'ordre international d'après-guerre dans lequel les frontières sont sacrées. Nous ne changeons pas les frontières, sauf bien sûr lorsqu'il s'agit du Kosovo, n'est-ce pas? Et c'est le point que je soulèverai toujours, car cette règle a déjà été violée, et la Russie s'en sert constamment comme note de bas de page. Les mêmes puissances qui insistent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine sont celles qui exigent que la Serbie reconnaisse le Kosovo comme un pays indépendant si elle veut entrer dans l'Union européenne. Et lorsque le Kosovo est évoqué, la meilleure excuse que l'on puisse entendre est « c'est une autre histoire ». Cela ne compte pas. C'est un cas particulier. Encore une fois, pourquoi est-ce un cas particulier? Parce que je l'ai dit, il n'y a pas d'autre raison. Il n'y avait aucune justification à cela. Mais bon, c'est un fait accompli. D'autres peuvent dire que le Kosovo est techniquement indépendant de la Serbie depuis 25 ans, donc les dés sont jetés. Soit. La Crimée est indépendante de l'Ukraine depuis 10 ans, la région du Donbass depuis 3 ans. Alors, allez-vous réintégrer une région qui ne veut pas retourner dans le pays dont elle s'est séparée? Les Albanais ne veulent pas retourner en Serbie. Les Ukrainiens russophones, les Russes ethniques, les habitants de la région du Donbass, dans l'ensemble, ne veulent pas être réintégrés à l'Ukraine. Mais nous ne voulons pas parler de cela, car si nous abordons ce sujet,
cela remet en question toute la question des frontières des États. Donc, je comprends l'hésitation de l'Europe à s'engager dans ce que Trump souhaite, c'est-à-dire, en ce moment, donner à Poutine tout ce qu'il veut, lui donner la Crimée, lui donner les régions de l'Est, laisser Trump prendre ce qu'il reste de l'Ukraine et simplement l'exploiter, mettre le reste du pays en vente sur eBay pour l'exploitation. C'est en fait la mort d'un pays. C'est la fin de la souveraineté d'un pays. Et l'Europe ne va tout simplement pas permettre que cela se produise, pas sous sa surveillance. Et ils ne veulent certainement pas que cela arrive, alors qu'ils réalisent qu'ils avaient les mains liées et qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc, ils veulent être impliqués, mais le levier dont ils disposent actuellement n'est, du moins de mon point de vue, guère plus que rhétorique. L'Europe a très peu de véritable pouvoir d'influence. Et quand je dis l'Europe, je ne parle même pas de l'UEPR ou de l'OTAN. Nous aimons penser que l'Europe est un bloc monolithique. Ce n'est pas le cas. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la façon dont ces pays se voient comme les défenseurs de la démocratie, eh bien, dans une certaine mesure, ils défendent la démocratie libérale quand cela sert leurs intérêts. Et dans d'autres situations, comme lorsque le favori des élections, par exemple la présidentielle en Roumanie, semble une fois de plus être un candidat du type Orban ou Fico, ils seront tout à fait prêts à soutenir la Cour constitutionnelle de Roumanie si elle venait à annuler les élections. Pourtant, ils feront absolument tout leur possible pour soutenir la réélection de Maia Sandu en Moldavie, malgré le fait que seulement 2 bureaux de vote pour la diaspora étaient ouverts en Russie, alors que plusieurs étaient ouverts partout en Europe. Donc, expliquez-moi encore en quoi il s'agit d'une véritable défense de la démocratie libérale. Si vous êtes abonné et lisez The Atlantic, si vous êtes abonné au New York Times et lisez la section des tribunes, ou si vous prenez absolument le Washington Post au pied de la lettre, vous allez croire à tout cela. Mais c'est un club très fermé d'individus qui continuent de bénéficier de ce système. Le reste d'entre nous, qu'on soit de la droite populiste ou de la gauche sceptique, marxiste collective comme moi, voyons la rhétorique qui vient d'Europe, de l'OTAN, de l'Amérique du Nord, des vestiges du néolibéralisme américain, du Parti démocrate, etc. Comme des paroles creuses qu'il est difficile de prendre au sérieux. Le commentaire de Sergueï Lavrov. Cependant, quelque chose de similaire a en fait été dit par Macron lui-même. En 2022, il a effectivement tenté de voir s'il pouvait engager un dialogue avec Poutine, et les autres Européens essayaient de le ramener à l'ordre, de le faire rentrer dans le rang, car les Européens étaient censés boycotter la diplomatie pour isoler la Russie. Ne parlez pas à Poutine. C'était l'idée. Et à ce moment-là, Macron a en réalité mis en garde les autres Européens. Si vous ne vous engagez pas diplomatiquement avec les Russes, à un moment donné, ce seront des puissances non européennes qui négocieront une paix européenne. Il avait en fait anticipé une partie de cela. Eh bien, c'était en quelque sorte du bon sens. Si vous ne faites pas de diplomatie, alors quelqu'un d'autre la fera à votre place. Mais en ce qui concerne les opinions ou ce qui est fait à la Roumanie et à la Moldavie, je peux aussi inclure la Géorgie dans cette catégorie. Je pense que l'idée, c'est que nous sommes une démocratie. Donc, si la Russie est autoritaire, nous sommes démocratiques. Si un pays penche de notre côté, alors c'est un triomphe de la démocratie. S'il penche du côté de la Russie, alors c'est de l'autoritarisme. Le problème, c'est, que se passe-t-il si la majorité de la population vote pour cela, sans même voter pour y adhérer? Comme en Géorgie, ils ne voulaient tout simplement pas être en première ligne. En Moldavie, il y a bien sûr plus de sympathie de la part d'une grande partie de la population, mais en Roumanie, ils ont simplement voté pour un candidat de la paix. Et puis, derrière cela, on voit que, comme nous sommes démocratiques, nous devons gagner.
mais nous ne pouvons plus le faire par des moyens démocratiques. C'est un problème intéressant. Je voulais, oui, juste ma dernière question. Quels sont, selon vous, les principaux ou les plus nuisibles récits dans cette guerre? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais lesquels nous piègent vraiment et rendent impossibles, qui nous enferment dans une voie destructrice dont nous ne pouvons vraiment pas sortir? D'accord. Donc pour être clair, pour s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous utilisons beaucoup le mot narratif. Et de façon générale, je définis le narratif comme un ensemble de personnes, de lieux, de choses qui n'ont peut-être aucun lien cohérent entre eux, mais qui ont été rassemblés, intégrés dans un cadre général de compréhension pour raconter une histoire. Un narratif, au final, raconte une histoire. C'est une interprétation très sélective de ce qui s'est passé. Le narratif occidental de la guerre en Ukraine, au risque de le simplifier à l'extrême, est que tout repose uniquement et entièrement sur les actions de Vladimir Poutine, qui par désespoir de vouloir empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et de perdre la sphère d'influence de la Russie, a décidé d'envahir le pays. Ce que le récit évite, ce sont les 8 années qui ont suivi les manifestations de l'Euromaïdan. Que l'on veuille appeler cela une manifestation, une révolution ou un coup d'État dépend de ce sur quoi on se concentre. 8 années de conflit, la guerre constante dans la région du Donbass, la radicalisation de la politique ukrainienne au détriment de tout ce qui est russe dans le pays, au point d'en arriver presque à criminaliser la langue russe dans les médias, dans les écoles. Et bien sûr maintenant, la tentative de fermer la plus grande branche de l'Église orthodoxe du pays. Ces éléments sont laissés de côté. Ces récits sont omis parce qu'ils sont gênants pour le récit occidental du nous contre eux. Cela ne donne pas à la Russie une justification pour ce qu'elle a fait, mais au minimum, cela nous permet de comprendre pourquoi la Russie a agi ainsi. Cela permet au moins de comprendre que l'OTAN est un acteur principal, responsable du dilemme sécuritaire qui a conduit d'abord à la révolution de couleur de 2014, à l'annexion de la Crimée, au conflit gelé de 8 ans dans la région du Donbass, et à l'échec de la mise en œuvre des accords de Minsk, les accords de Minsk, dont nous savons maintenant que Poroshenko puis Zelensky ont été priés par l'Occident de ne pas appliquer afin de gagner du temps, pendant que nous vous aidons à reprendre le territoire par des moyens militaires, n'est-ce pas? Les territoires disputés posent problème parce qu'ils restent contestés. Mais si l'on peut utiliser la force militaire pour les reprendre, comme l'a fait l'Azerbaïdjan avec le Karabakh, ou la Croatie dans les années 90 sous Tudjman avec la Krajina, alors il n'y a plus de problème. C'est ce que la Russie a constaté. Et, dans une tentative de la dernière chance pour trouver une solution, Poutine a tendu la main aux responsables de l'OTAN et à Biden fin 2020, si je ne me trompe pas. Non, 2021. Je me trompe. 2021, décembre 2021. Tous les efforts pour trouver une solution ont été rejetés. Late 2020, if I'm not mistaken. No, 2021. I'm sorry, 2021, December 2021. All efforts at finding a solution were rebuffed. Now again, does that justify invading another country and annexing territory? Alors, encore une fois, est-ce que cela justifie d'envahir un autre pays et d'annexer un territoire? Non. Mais est-ce que cela présente l'histoire? Est-ce que cela éclaire le scénario sous un autre jour que le récit qui a été construit? Absolument. Donc le plus dangereux dans ces récits, c'est d'omettre des informations essentielles qui, si on les intégrait, remettraient en question notre droiture morale dans cette guerre. Et je pense que c'est la raison ultime. Le libéralisme, plus que n'importe quel autre isme, cherche à construire un récit pour justifier ce que font les États libéraux, pour les différencier de ce que feront les États non libéraux. L'intervention d'un État libéral est nécessaire contre les forces du mal. Quand la Chine le fait, quand la Russie le fait, quand la Turquie, vous voyez l'idée, là c'est de la politique de puissance brute. C'est de l'empire. Quand c'est nous,
c'est pour une cause plus noble. Le problème, c'est que nous n'atteignons jamais ce but. Le problème, c'est que nous n'atteignons jamais ces objectifs. The problem is that we never reach those goals. Je pense aussi que les récits, dans une large mesure, servent à légitimer quelque chose. Mais j'ai également remarqué ceci. Les récits, parce qu'ils nous piègent, excluent en nous retirant notre propre culpabilité du contexte. Il n'y a plus de solution désormais. Encore une fois, si tout est non provoqué, alors chaque solution devient une forme d'apaisement. Mais j'ai remarqué que si vous remettez en question le récit, la question n'est plus de savoir si vos faits sont corrects ou non. J'ai même entendu des journalistes écrire « Pourquoi soutenez-vous le récit russe et pas notre récit ?» Donc ils ne se soucient pas des faits eux-mêmes, car ce que vous dites, les faits que vous présentez, s'alignent davantage avec le récit russe. Cela signifie que vous essayez de leur donner de la légitimité. That means you're trying to lend legitimacy to them. So are you legitimizing the invasion? Donc, est-ce que vous légitimez l'invasion, le vol de territoire? Et c'est la seule chose qu'ils veulent entendre. Mais encore une fois, le récit fonctionne dans les deux sens. Oui, un récit peut être utilisé pour légitimer l'invasion russe, mais le récit de l'OTAN est aussi quelque chose qui rend impossible toute correction de trajectoire ou toute recherche de paix. Donc, je pense que c'est ma principale préoccupation quand je vois tous nos dirigeants politiques se contenter de slogans moraux et de clichés, en insistant sur leur propre moralité. Et encore une fois, chaque fois qu'il y a des questions comme « Eh bien, l'Ukraine doit avoir le droit à ceci, donc c'est la chose juste », comme si la prémisse ici était que nous agissons uniquement par altruisme, que c'est la bonté de l'humanité que nous avons suivie tout au long. Bien sûr. Bien sûr, cela n'aide pas non plus que nous semblions incroyablement altruistes envers les pauvres Ukrainiens, tout en ne faisant absolument rien pour les Palestiniens. Eh bien, en Allemagne, ils apportent un soutien très ouvert à Israël. Cependant, si vous critiquez le génocide, vous pourriez avoir des problèmes avec la police. C'est un retournement de situation tout à fait extraordinaire. Écoutez, les gens ne sont plus dupes. Ils sont capables de trouver, pas forcément des contre-récits, mais des preuves pour démystifier les récits dominants grâce aux réseaux sociaux, à Telegram, TikTok, Instagram ou aux podcasts. Ce sont d'autres sources vers lesquelles les gens se tournent de plus en plus. Et non, ce n'est pas parce que j'ai un compte Telegram que j'adhère au récit russe. Mais ce que ça permet, c'est de mettre à nu la véritable transparence, les vrais problèmes que ces récits libéraux, considérés comme inattaquables en Occident, peuvent avoir. Et tu as tout à fait raison. Toute forme de critique sera simplement interprétée comme « Eh bien, tu soutiens l'autre camp ?» Vous n'êtes pas obligé de soutenir l'autre camp. Il suffit simplement de demander pourquoi. Pourquoi faisons-nous cela? Et oui, je comprends que je demande pourquoi nous défendons un pays qui a été envahi. La réponse serait « Pourquoi ne voudriez-vous pas le faire? Si votre pays était envahi, ne voudriez-vous pas recevoir de l'aide? Oui, je comprends. C'est davantage une question émotionnelle qui touche la sensibilité. Mais toute tentative de prévenir l'éclatement d'un conflit ou de s'attaquer aux conflits sociaux prolongés qui étaient les raisons sous-jacentes du déclenchement de cette guerre est simplement considérée comme hérétique, une anathème à cet égard. Et si vous prétendez être la voix de la droiture morale, mais que vous arrêtez ensuite des personnes pour avoir condamné un génocide parce qu'il est commis par un État contre lequel vous ne voulez pas être en colère, c'est une contradiction. Si cela se produisait dans n'importe quel autre pays, je vous garantis que l'UGOM serait absolument scandalisé par cette situation. Absolument scandalisé, n'est-ce pas? Et pourtant, cela arrive à un autre pays. C'est là que le constructivisme entre en jeu de manière très utile. Nous allons condamner un crime contre l'humanité là-bas,
parce que le pays qui le commet est un mauvais pays. Nous allons fermer les yeux sur le crime contre l'humanité ici, parce que ce pays est notre allié. Et il n'y a pas d'autre façon de décrire que comme de la diplomatie sélective. Et c'est malheureusement ce que le libéralisme finit par être. Et il n'est pas nécessaire d'être un réaliste partisan de Mearsheimer pour que cela se produise. Même si je me retrouve d'accord avec Mearsheimer, environ 80% du temps, de toute façon. Oh no, I love that guy. He's got a lot of. J'adore ce type. C'est aussi un excellent communicant. Il avait prédit la guerre en Ukraine, d'ailleurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens disent « Eh bien, c'est immoral de défendre ce que tu défends », parce qu'on dirait que tu légitimes la position russe. Mais selon moi, il s'est clairement exposé en affirmant depuis 2014 que ce que nous faisons ici, c'est détruire l'Ukraine. Et encore une fois, si vous menacez d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, la Russie détruit l'Ukraine. C'est aussi simple que ça. Cela ne veut pas dire que vous soutenez cela. Cela ne veut pas dire que vous allez l'applaudir ou le légitimer. C'est simplement la réalité de ce qui va se passer. Et pour cette raison, je dis que nous ne devrions pas faire cela. Et cela a toujours été une position très claire. Mais le fait que cela soit si difficile à accepter, alors que c'est manifestement évident, montre que nous devons presque faire appel à la psychologie, je suppose, dans les sciences politiques, pour comprendre pourquoi c'est un argument qu'on n'a pas le droit d'avancer, mais qu'il est pourtant nécessaire de formuler si l'on veut rétablir la paix sur le continent. Bien sûr, mais comme je l'ai déjà dit, souvenez-vous, il y a environ 15 ou 20 ans, nous étions absolument engagés en Irak, n'est-ce pas? Toute la politique de George W. Bush, c'était que, face à toute critique de notre implication en Irak, il répondait « Vous ne voulez pas que ces gens aient la liberté. Vous ne voulez pas que ces gens aient la démocratie. » Je veux dire, nous étions tellement attachés à l'Irak qu'aujourd'hui, cela nous est complètement indifférent. À un moment donné, nous nous en sommes simplement lassés. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec l'Ukraine. Le fait que Trump ait sacrifié Zelensky était scandaleux pour deux raisons. Premièrement, le pays a été sacrifié en temps réel, pas en coulisses. C'était la première fois qu'on le voyait en direct. Et deuxièmement, nous avons sacrifié le pays bien avant le moment où nous allions le faire. Nous en avons toujours besoin. Toute la manière dont Trump s'est lavé les mains de la question ukrainienne et a conclu un accord avec la Russie est encore perçue par beaucoup comme une trahison. Même si l'on a répété à Zelensky qu'il n'y a jamais eu de promesse d'adhésion à l'OTAN, il n'y aurait pas d'unanimité pour permettre à l'Ukraine d'y entrer. Et cela ne vient pas seulement de la Hongrie ou de la Slovaquie. C'est aussi le point de vue de l'Allemagne ou de la France. Ils ne laisseront pas l'Ukraine entrer. Cela n'arrivera tout simplement pas. Et pourtant, ils continueront. Si au début vous n'y parvenez pas, frappez-vous la tête contre le mur jusqu'à ce que votre crâne ou le mur cède. Oui, donc nous n'allons pas laisser l'Ukraine entrer, même si nous savons que cela pourrait mettre fin à la guerre et que de toute façon nous ne voulons pas qu'ils en fassent partie. Donc encore une fois, c'est là que la logique, la rationalité, je suppose, fait défaut. Quoi qu'il en soit, oui, Dr. Michael Rossi, merci beaucoup pour votre temps, cela a été très intéressant. Professeur Deason, c'est un plaisir d'être à nouveau sur votre émission. J'espère que nous pourrons poursuivre cette conversation dans un avenir proche. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous. Merci. Thanks.